Bonjour à tous et bienvenue dans Oxygène, le magazine qui vous aère les poumons mais aussi les neurones. Aujourd'hui, nous avons décidé de prendre notre inspiration aux abattoirs de Baumel, un bâtiment remarquable de style moderniste qui a été construit juste avant la Deuxième Guerre mondiale. Depuis 2014, ce bâtiment est devenu un centre culturel qui accueille des expositions, des spectacles, des stages, des ateliers, bref, qui vit intensément tout au long de l'année. C'est l'été et qu'il pleuve ou qu'il fasse grand soleil, c'est aussi le moment de retourner dans les musées pour faire le plein d'émotions et de beauté. Direction donc le Tréma, ou musée des Arts Anciens du Namurois, qui possède notamment la plus grande collection des œuvres du peintre mozan Henri Blaisse, peintre du XVIe siècle qui excellait dans la réalisation de paysages. Exemple tout de suite avec un tableau intitulé « Le bon samaritain ». La salle Henri Blaisse du Tréma contient 8 œuvres du célèbre artiste dinantais du XVIe siècle qu'on qualifie de peintre de la pré-Renaissance. Alors dans nos régions, ça veut dire que vous êtes au début de la Renaissance, qui a déjà commencé en Italie, et qu'on est d'un seul coup bouleversé par les couleurs du Sud, et on est aussi bouleversé par la place des éléments dans les tableaux. Désormais, eh bien, on a évidemment des scènes qui sont des scènes bibliques, des scènes du Nouveau Testament ou de l'Ancien Testament, mais on s'intéresse plus au paysage qui est vraiment le reflet dans lequel ces scènes viennent s'intercaler. Ici, ben, pour Henri Blaisse, ce qui est caractéristique, c'est que vous avez une lumière du Sud, très souvent, mais en même temps, vous avez des paysages qui rappellent encore quand même ces souvenirs de la vallée mosane. L'histoire représentée ici est celle du bon samaritain qui sauve un homme roué de coups par des bandits. Il y a plusieurs épisodes qui sont représentés dans l'histoire du bon samaritain. Vous avez le moment où il est sauvé par le bon samaritain, au moment où il est conduit sur l'animal, et puis après, au moment où on va le placer, il va le descendre et le placer dans l'auberge. Puis vous avez aussi toute cette symbolique qui est propre à Henri Blaisse et qui n'est pas seulement une symbolique dans les paysages. Par exemple, la magnifique Jérusalem céleste. On peut retrouver la coupole qui se trouve au-dessus du Saint-Sépulcre à Jérusalem, mais vous pouvez avoir aussi des animaux symboliques. L'un ici, qui est le plus fabuleux, c'est la licorne, qui représente la justice, et dont la corne, comme une épée, est en train de désigner ceux qui n'avaient pas voulu aider l'homme, c'est-à-dire le lévite et le prêtre, qui tournent le dos. Alors Blaisse, excusez du peu, mais c'était un petit peu un maniaque du détail. Il faut vraiment mettre ses lunettes et s'approcher de tout près pour voir l'ensemble du tableau. Tout à fait. C'est un paysagiste. Et donc, c'est quelqu'un qui aime la nature et qui aime reproduire non seulement cette nature, mais aussi les paysages. Donc, l'homme est inclus dedans. Vous avez l'esquisse, par exemple, d'habitations, des châteaux, des villes crénelées. Je vous ai dit tout à l'heure des villes aussi célestes. Des petits personnages viennent s'y perdre, mais il y a aussi une grande admiration pour la nature, l'œuvre de la nature, et en particulier les arbres. Alors, il travaille ici en diagonale, avec des teintes différentes, plus du jaune, du vert, bleu, et puis on va vers des gris et des beiges dans le fond. Mais ça ne l'empêche pas, à chaque fois, eh bien, de préciser, par exemple, les feuilles ou encore la mousse qui pousse le long des arbres, où vous avez également, eh bien, par exemple, ici, les oiseaux qui décollent sur un arrière-fond de colline. Donc, c'est quelqu'un qui profondément aime cette nature et essaye de la glisser dans son tableau et quelque part de la rendre symbolique. Et puis on parlait des animaux tout à l'heure et il y a un petit animal qu'on retrouve systématiquement ou presque dans ces toiles. Oui, c'est la chouette. La symbolique est un peu perdue. On pense que c'est peut-être parce que c'est cet oiseau qui voit dans le noir dans la nuit et donc qui arrive à percevoir la lumière. Il y a plusieurs interprétations. Toujours est-il qu'en tout cas, c'est un animal qui très souvent est illustré dans ces tableaux, pas dans tous, mais dans un grand nombre. Et d'ailleurs, le grand jeu, c'est d'essayer de les découvrir. Effectivement, c'est pas toujours évident. Alors, elle se cache ici
dans ce petit trou dans l'arbre. Il y a d'ailleurs une petite date qui est indiquée juste au-dessus. C'est ce qui lui a d'ailleurs donné son nom, puisque je vous ai dit qu'il avait des lumières italiennes. Et quand il est allé en Italie, eh bien, son surnom a été la Civetta, donc la chouette. Reprendre son souffle, c'est aussi parfois pouvoir s'arrêter, jeter un coup d'œil vers le passé pour mieux repartir ensuite. C'est un peu l'idée de notre rubrique L'air du temps qui nous emmène aujourd'hui à la découverte du quartier de Baumelle, précisément où nous sommes pour l'instant, du côté des abattoirs et des anciennes carrières. Ce bel ensemble de bâtiments industriels en briques jaunes, joliment restauré en 2004, est aujourd'hui dédié à la vie associative et culturelle de Baumelle. Il rappelle également aux anciens l'activité des abattoirs établis ici, à la limite de Saint-Servais. Le projet de construction de nouveaux abattoirs à Baumelle, en remplacement des anciens situés au faubourg Saint-Nicolas, voit le jour en 1937. L'emplacement projeté a l'avantage d'être proche du marché couvert aux bestiaux, établi en 1929 à Vedrin, en limite avec Baumelle. La conception architecturale de cet ensemble industriel pour abattoir met en valeur un style moderniste tout en rondeur, une construction en phase d'achèvement fin 1939. L'espace sera ensuite occupé par l'armée allemande durant la guerre. L'inauguration officielle aura lieu en 1946 et l'activité d'abattage et de découpe de la viande se poursuivra jusqu'à la fermeture en 1980. Les salles sont équipées d'un matériel moderne, mais le travail des chevillards reste pénible dans une atmosphère particulièrement difficile. Les bouchers viennent sur place négocier l'achat de la viande et l'activité parallèle de la vente des pots aux tanneries représente une source de revenus non négligeable. À Baumelle, comme à Saint-Servais, l'ancienne activité industrielle de la pierre, en jaune sur la vue aérienne de 1968, a profondément marqué le territoire. Depuis le faubourg d'Herbatte jusqu'au fond d'Arquet, l'élévation de la roche calcaire sépare la plaine du plateau. Au pied noir, un important accès carrossable vers le plateau est aménagé dans la roche. C'est la chaussée de Louvain, mise en chantier en 1729. L'extraction du calcaire à ciel ouvert et au départ de galeries souterraines fournit depuis plusieurs siècles une pierre de taille de qualité renommée en Namurois. Les chaux-fourniers transforment le calcaire de moindre qualité dans les fours à chaux établis en bord de chaussée, non loin de petites carrières bientôt abandonnées. Un recensement des entreprises dans la première moitié du XIXe siècle mentionne 2 carrières et 2 ensembles de fours à chaux au pied noir et au fond d'Arquet. Un site aujourd'hui encore très marqué par l'exploitation ancienne. L'imposante carrière de Saint-Fiacre, du nom du patron de la corporation des carriers, est située entre la chaussée de Louvain et la rue des Carrières qui borde Coquelet. Le site de Saint-Fiacre, bien visible sur les photos anciennes, forme une vaste carrière sur plusieurs niveaux d'exploitation. Après la fermeture, le site très accidenté est acheté en 1921 par l'Institut Saint-Louis, qui l'utilisera comme terrain de jeu pour les élèves internes, avant d'être partiellement égalisé en 1947. À la limite de Baumelle, les anciennes carrières de Saint-Servais portent le nom local d'Asti-Moulin. L'exploitation, visible sur les photos anciennes, est encore restreinte, mais elle s'étendra progressivement sous l'impulsion des 2 propriétaires, Rodius et Sépulcre. Les vues prises à la fin des années 1960 montrent le site des carrières en fin d'exploitation. Les fours à chaux sont à l'abandon et le site, progressivement envahi par une végétation spontanée, offre aujourd'hui un agréable lieu de promenade et de découverte.
S'arrêter, prendre un livre et se laisser emporter, c'est un bonheur à la portée de tous. La librairie Papyrus et Delphine Manger nous conseillent cette semaine la lecture d'une BD intitulée « Sacrée sorcière ». C'est l'histoire d'un petit garçon transformé en souriceau par un congrès de sorcières chauves. Un antique conte de fées à lire et relire inlassablement. Alors, Sacrée sorcière de Pénélope Bagieux et Roald Dahl, c'est une histoire de sorcière. C'est avant tout l'histoire d'un petit garçon qui vient de perdre ses parents dans un accident et qui va être confié à la garde de sa grand-mère. Sa grand-mère, c'est un petit bout de femme qui a beaucoup de caractère, mais qui est pleine de tendresse et qui va s'occuper de lui avec vraiment beaucoup d'affection. Alors, cette grand-mère, c'est pas n'importe qui, c'est une spécialiste en sorcières. Donc elle va expliquer à son petit garçon que les sorcières, ce sont pas des dames avec des chapeaux pointus qui se promènent sur des balais volants dans la nature, avec un long nez crochu. Non, les sorcières, en fait, elles passent inaperçues, elles se déguisent en Madame Tout-le-Monde et elle va apprendre à son petit garçon la manière de les reconnaître. Il y a quelques trucs infaillibles et donc cette grand-mère va le former sur l'art de reconnaître une sorcière. C'est un coup de cœur parce qu'il y a de l'humour, il y a du suspense, il y a vraiment beaucoup de tendresse, d'émotion. Il y a un petit côté piquant, un peu irrévérencieux que moi j'aime beaucoup. Et puis les dessins de Pénélope Bagieux sont d'une telle liberté, d'une telle expressivité que franchement, en quelques traits, elle arrive à brosser des situations qui sont vraiment assez savoureuses. Donc voilà, rien que pour l'exercice d'avoir réussi à adapter ce grand roman de la littérature jeunesse en BD, je trouve que ça vaut la peine d'être lu. Alors, Sacrée sorcière, à la base, c'est écrit par un romancier britannique génial, un maître de la littérature enfantine, qui s'appelle Roald Dahl. Ancien espion, agent secret, pilote de chasse, il a une vie incroyable. Et dans la deuxième partie de sa vie, il a commencé à écrire des livres pour les enfants avec beaucoup de succès. Et c'est vraiment un auteur incontournable. Pénélope Bagieux, qui a adapté le roman ici récemment et l'a modernisé. C'est une illustratrice, dessinatrice, scénariste de bande dessinée française qui est ultra reconnue dans son milieu et dont on adore le travail. Je lis Sacrée sorcière avec mes enfants dans le salon, dans le canapé, bien lové sous une petite couverture. Ça les fait frémir, ça les fait palpiter et ça se lit en plusieurs soirées, c'est génial. Eh bien, je le conseille à tous les âges, à partir de 8 ans jusqu'à un âge très avancé. C'est absolument génial. Chaque personne y trouvera son compte. Quand on est enfant, on y trouve vraiment le côté palpitant, captivant. Et puis quand on est adulte, on découvre aussi un deuxième niveau de lecture avec aussi une analyse de notre société qui est assez savoureuse. En l'air, c'est notre rubrique mise au point à l'occasion de démonter les fausses informations. Cette semaine, Emma nous parle d'un prétendu faux pas raciste commis par la police américaine. Bonjour, je m'appelle Emma. Alors ma fake news, c'est une vidéo qui a circulé assez intensément sur Internet, sur les réseaux sociaux particulièrement. En fait, il s'agit d'une vidéo où on voit un homme afro-américain qui s'est fait arrêter par 2 policiers blancs dans le Minnesota. Cette vidéo, elle est sortie à peu près durant les événements actuels qui ont eu lieu aux États-Unis, à savoir le meurtre de George Floyd qui a provoqué pas mal de manifestations. Les personnes qui ont relayé cette vidéo ont directement pensé qu'il s'agissait de la part des policiers d'un profilage racial, que donc ils étaient racistes et c'est la raison pour laquelle ils avaient arrêté cette personne-là, alors que pas du tout. Les autorités finalement ont déclaré que, contrairement à ce que les internautes avaient dit, à savoir qu'il s'agissait d'un agent du FBI, c'était en réalité un homme qui ressemblait tout particulièrement à un homme suspect, recherché, car il avait le même poids, la même taille et le même âge. Il ne s'agissait donc absolument pas d'un profilage racial. Cette vidéo a été en réalité tournée en 2019. Ce n'était donc absolument pas durant les manifestations qui ont lieu pour le moment aux États-Unis. C'est pourquoi je trouve ça assez important de bien s'informer avant de partager une vidéo sur les réseaux sociaux.
c'est déjà presque la fin de cette émission, mais rassurez-vous, on se retrouve mercredi prochain. En attendant, savourez l'instant présent et laissez-vous inspirer par toute la beauté qui nous entoure, comme par exemple ici aux abattoirs de Baumel. Un artiste namurois, Thierry Robrecht, a installé son atelier en plein milieu de cette salle d'exposition. C'est à voir jusqu'à la fin de l'été. Pour tous les autres événements, n'hésitez pas à consulter le site du Centre culturel de Namur. Voilà, à mercredi prochain donc, et n'oubliez pas, on respire.